Bonjour Pauline. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Je suis très contente de te recevoir. Tu es la première surfeuse que je reçois sur InPower. Je spoil un peu, donc je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites. Ok, donc moi c'est Pauline Ado, j'ai 30 ans. J'habite à Anglette sur la côte basque, endroit où j'ai grandi aussi. Et je suis donc surfeuse professionnelle. Je fais du surf depuis l'âge de 8 ans. Et de façon professionnelle depuis l'âge de 18 ans. Ouais. Voilà, c'est après mon bac que je me suis lancée. Et voilà, c'est mon métier et ma passion en même temps. C'est dingue. Bon, je pense l'endroit où tu as grandi joue forcément. Est-ce que tes parents étaient un peu surfeurs ou... Pas du tout. Alors mes parents, ils connaissaient vraiment rien au surf. On a découvert ce milieu en fait avec ma pratique. Ouais. Alors c'est sûr que la proximité avec l'océan, ça joue beaucoup parce que moi j'avais cette relation l'été en tout cas où j'allais beaucoup dans l'eau finalement. J'étais très sportive petite, plutôt garçon manqué on va dire. Ce terme est quand même très dommage. Je me permets de rebondir dessus parce que tu vois direct les femmes sportives. On va leur dire garçon manqué, mais t'es trop pas un garçon manqué, t'es juste une femme qui aime le sport. Tu vois mais en fait, petite, je m'habillais vraiment comme un garçon et tout. Mais c'est vrai que quand tu faisais certains sports à ce moment-là, en tout cas, encore un peu aujourd'hui, moi j'ai voulu faire du foot. Et tu vois, ma maman au début, quand elle m'a vu revenir avec la tenue du Barça, ça l'a un peu... voilà, c'était pas dans ses codes, quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est dommage, on met les gens dans des cases. C'est ça. Et donc c'est pour ça. Mais moi, en fait, quand j'utilise ce terme, c'est pas quelque chose dont c'est pas péjoratif. Mais le terme en lui-même est moche. Garçon manqué. C'est vrai. Oui, j'avoue. Moi, j'essaye de déconstruire un maximum. Voilà, j'étais obligée de le mettre. Mais ouais, du coup, t'étais une petite fille hyper sportive et t'avais ce goût pour le foot et après pour le surf, c'est venu direct après. Il y a eu le hand, le foot, un peu de tennis. C'est le moment, tu sais, où tu cherches un peu ton sport. Ouais. Et le surf, ça a été de suite hyper ludique, l'élément, tu vois, l'océan, quoi. Ouais. Donc ça m'a plu de suite. Et tu pouvais continuer, du coup, tu en as fait au début une pratique un peu... Loisir, comme la plupart d'entre nous, peut-être, entre 8 et 18 ans. Et quand est-ce que tu as commencé à te dire que tu voulais t'y consacrer ? Parce que non seulement... En France, c'est compliqué de se dire ok, je vais faire du sport ma vie parce que, tu pourrais nous en parler, mais il n'y a pas du tout les mêmes financements qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Mais en plus, le surf, alors c'est vrai que j'y connais encore moins, moi, dans ce domaine, sur les potentialités de carrière, de développement, etc. Mais j'imagine que ça n'a pas dû être une réflexion trop facile. Pas du tout. Alors au début, même moi, j'aimais pas la compétition. Parce que j'arrivais pas à coller un peu aux critères, j'avais pas le niveau aussi sûrement. Ça a changé quand j'ai commencé à avoir un peu de réussite. Ouais. Et en fait, j'envisageais pas du tout une carrière jusqu'au jour où j'ai été appelée en équipe de France junior. J'ai été au championnat du monde junior à Tahiti. Donc tu vois, j'avais 13 ans, c'était dingue. Ouais, c'était exceptionnel. Enfin, tu vis une expérience de fou. Donc j'étais à fond. Mais là, j'ai vu le niveau des Australiens, des Australiennes, des Américaines. Et on les mettait un peu sur un piédestal. Exactement. À ce moment-là, dans les discours que j'entendais. Et en fait, j'ai vu leur niveau. C'était des filles qui avaient 4-5 ans de plus que moi. Et je me suis dit, alors sans le verbaliser, parce que voilà... ça peut peut-être paraître prétentieux, mais je me suis dit, mais en fait, dans quelques années, je pourrais être à ce niveau-là. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment... la petite graine, elle a commencé à germer, quoi. Cette idée de devenir pro, elle a commencé à grandir dans ma tête, encore une fois, sans le verbaliser, parce que... tu l'as dit, en fait, déjà, à ce moment-là, peu de femmes faisaient du surf en France, très peu de professionnels. Il y avait des pros, mais qui galéraient un petit peu, vraiment, à vivre de leur sport. Donc, c'était pas vraiment une carrière qui était envisageable trop. En plus, moi, mes parents, ils étaient quand même... ils avaient ce discours un peu classique. Tant que ça va à l'école, tu fais ce que tu veux, mais il faut que ça aille à l'école. Et... les parcours un peu atypiques, ça faisait peur. Ça faisait peur. C'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y en avait, mais qu'on les entendait moins. Oui. Tu vois, même si on n'a pas tant d'âge de différence que ça,
je pense que t'as peut-être pas eu la génération réseaux sociaux quand t'étais ado, et ça fait quand même énormément la différence pour se rendre compte du champ des possibles, ou même les podcasts, les vidéos. Parce qu'on a accès à tout genre d'histoires, de parcours de vie qui sont inspirants, et voilà, et tu te dis pourquoi pas moi. Ouais. Voilà. Et toi, tu te l'es dit grâce à ces Américaines et ces Australiennes que t'as vues en fait à Tahiti. Tu penses que sinon tu l'aurais peut-être pas envisagé? Ou alors peut-être plus tard, mais c'est vrai que ça a été un déclic. Et en fait, je me rends compte que petite, alors encore une fois, je pense que c'était pas de la grosse tête, mais je me mettais, en tout cas au niveau du sport, je me disais pas ah non, ça je pourrais pas le faire. Je me disais plutôt ah mais ça, je pourrais y arriver, tu vois. Tu te challengeais, hein, j'aimais ça, j'aimais bien, et donc voilà, je sais pas, je me suis dit ça en fait, ça m'a pas paru inatteignable, et en fait cette pensée, elle s'est un peu concrétisée 2 ans après, parce que je suis retournée à ces championnats du monde junior et je les ai remportés. Ah ouais, bravo. À 15 ans du coup. À 15 ans, et c'était énorme, parce que c'était le premier titre mondial pour une surfeuse française, un surfeur français même. Ah ouais. Ah donc là t'as un vrai record. Et là, tu as 15 ans en plus, hein. Après c'est du junior, c'est du moins de 18, mais du coup c'était quelque chose. Ça devient possible. Ouais, ça concrétise. Alors après ça t'ajoute une pression aussi, parce que après ça t'es attendu. Mais c'est vrai que j'aimais bien ce challenge d'être outsider, de se dire les Français, les Européens, on est pas une des plus grandes nations du surf, mais je vais leur prouver. Mais voilà. Et puis en fait derrière on a été toute une génération à faire ça. Mais non, c'était excitant, quoi. Ouais, j'imagine. Et c'était pas trop compliqué de gérer les cours avec? Parce que moi, je me souviens, je sais pas si j'avais participé à... Enfin, on avait vu une annonce, genre dans mon centre d'activité, de loisirs, de quartier, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le surf, je le précise quand même. Mais c'est juste pour dire, voilà, comme tu dis, les voix un peu atypiques. Et il y avait une annonce de casting. Je sais pas si j'ai déjà dit sur le podcast. Je crois que j'ai dit une fois, mais... Et donc, c'était une annonce de casting pour La Môme. Donc, tu sais, qui est aujourd'hui un grand film, mais à l'époque, je crois que c'est le film qui a un peu révélé Marion Cotillard. Et il y avait marqué une description: recherche jeune fille entre 8 et 13 ans, brune, aux yeux bleus, sachant chanter et tout. Et genre, moi, j'étais brune, j'avais 10 ans, je faisais la chorale, tu vois. Et donc, ça me correspondait grave. Et au début, ma mère, elle était ah, bah, ça peut être cool et tout. Tu vas louper les cours. Non, mais alors, au début, c'était genre, ça peut être cool. Au début, genre, j'ai postulé, j'ai envoyé, je sais plus, tu vas envoyer un dossier. Et en fait, j'ai passé vraiment les étapes. Et genre, au moment où je sais pas, je devais être parmi les finalistes, et où on a reçu toutes les infos de tournage, je me souviens, c'était à Prague, et je devais juste louper 2 semaines de cours en janvier. Ils m'ont dit non. J'étais genre je sais pas, en CE2 ou en CM1, tu vois, genre on s'en fout vraiment. Oui. Mais voilà, après, je leur en veux pas, je pense que j'aurais pas été une grande actrice, mais il y a vraiment cette peur de... Il y a pas ce truc de... ça va être laissons sa chance, peut-être qu'elle va s'épanouir dedans, c'est trop dangereux, quoi. Mais bon, je pense que toi, peut-être, vu que tu as fait les compétitions, tu as prouvé que tu étais au niveau aussi, quoi. C'est vrai que j'ai fait des compétitions jeunes, et j'ai eu la chance d'avoir du succès jeune aussi. Donc ça rassure d'un côté. Mais c'est vrai que c'était un gros... alors, c'est une inquiétude. Et c'était vraiment... tant que ça marche à l'école, tu pourras t'absenter, en gros. D'accord. Et du coup... Moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités de voyager très jeune. J'étais en Australie, j'étais à Hawaï. Donc, comme je te disais, j'avais fait ces championnats à Tahiti. Quand je gagne un championnat du monde, c'était au Brésil. Enfin, c'était énorme pour une petite fille de mon âge. Ah ouais. Et donc, vraiment, j'avais envie de vivre ces choses-là. Donc, je m'assurais que ça roule nickel à l'école. Et voilà. Bon, après, c'est... la scolarité, c'est un milieu, enfin je dis milieu, mais parce que ça convient ou pas des fois. Et moi, j'étais plutôt bonne élève. Et voilà, je jouais le jeu, j'allais voir les profs qui m'envoyaient les cours. Et c'est pour ça que j'ai pu faire tout ça, en fait. Ouais. Donc, je voulais pas que ça soit une excuse pour qu'on m'empêche de faire ces choses-là. Ouais. Voilà. C'est puissant, et je crois qu'on en avait parlé dans un épisode avec David Laroche, où en fait c'est un coach, tu vois, un peu de développement personnel, et il explique que en fait souvent quand on dit j'ai pas la motivation, c'est que c'est pas le bon rêve. Alors j'ai pas envie de généraliser, mais c'est vrai que je trouve que c'est particulièrement vrai. Moi je sais que quand je procrastine, c'est sur les trucs que j'ai pas vraiment envie de faire. Ouais. Et je pense que c'est ce que tu nous partages là, c'est qu'en fait t'étais tellement motivée
que même si les cours c'était pas ta passion, tu te donnais à fond, même plus que les autres élèves pour compenser le fait que tu étais ailleurs, et si ça avait été pour autre chose, tu te serais sûrement pas donné autant, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est toujours un peu le cas, mais je vivais surf, je mangeais surf, je pensais surf tout le temps, quoi. Et donc, je faisais en sorte que tout se passe bien. Mais ça a été quand même des discussions avec mes parents. À un moment donné, en terminale, j'ai eu besoin de finir ma scolarité. Alors je dis finir parce que j'ai été jusqu'au bac. Ouais. Et j'ai pas forcément poussé plus loin. Par correspondance. Ça a été des vraies discussions. Au moment donné, un moment d'entrée en sport-études, c'était plus restrictif. Ça a été... je comprends aussi que mes parents, ils aient été inquiets, un peu frileux sur certains trucs. Comme on disait, c'est des carrières qui sont pas communes. Alors, à côté, tu as les discours peut-être d'autres parents ou de profs, des gens. Mais comment vous allez faire ? Elle va arrêter l'école. Mais quel dommage. Ça rassure pas. Ça rassure pas. Donc, voilà. Et donc, je me suis absentée beaucoup. Et ça s'est très bien passé au final. Ouais. Et puis derrière... T'as ton bac. Donc voilà, j'ai eu mon bac. Ouais. Alors très vite, En fait, c'est marrant, une fois que j'ai eu mon bac, c'était vraiment l'objectif pour me dire après, je me consacre à fond au surf. Et donc à partir du moment où j'ai eu ce bac, pour moi, ça y est, maintenant c'était le surf. Et j'ai pas réussi à faire autre chose à côté. J'avais plus cette motivation justement. Ouais. J'ai fait un peu de fac par correspondance, mais je devrais même pas le mentionner parce que... J'ai fait l'histoire de quelques semaines. Voilà. Et je me suis consacrée à ça, et puis ça a marché, donc je me suis épanouie dans cette vie-là. Comment ça se passe le jour où tu as ton bac? Après, tu entres en... j'imagine que tu n'avais pas besoin de centre de formation, vu que tu avais déjà remporté le championnat. Est-ce qu'il y a des écoles de training? Est-ce que direct t'enchaînes les compètes? Enfin, c'est quoi après ton quotidien? Tu passes d'étudiante à... Alors, tu passes d'étudiante à surfeuse pro, entre guillemets. Alors, on est encadré par la fédération en sport-études jusqu'à 18 ans, mais après, on est un peu livré à nous-mêmes. Donc, c'est pas forcément facile à gérer. Il faut se construire un petit peu son staff. Puis, en même temps, tu décides de tout. Ouais. Donc, tu as besoin d'être cadré. Ouais. Mais c'est toi qui décides au final. Donc, c'est une situation un peu particulière. Il faut prendre un peu ses responsabilités aussi. C'est dire, voilà, j'ai envie d'arriver là, mais pour ça, il faut que je travaille des choses, il faut mettre ça en place. Mais c'est en même temps hyper formateur. Tu vois, t'as 18 ans, tu te lances, t'as un projet, il faut y aller, quoi. Ouais. C'est tôt pour endosser de telles responsabilités. Enfin, quand tu dis choisir ton staff et tout, c'est... Ouais, voilà, il faut voir avec qui tu travailles, comment tu t'entoures. Faut accepter de dire, sur ça, j'ai besoin d'être guidée. Faut que ça matche avec les personnes. Il y a plein de paramètres. Ouais. Et puis à côté de ça, il faut aussi gérer l'aspect un peu plus, j'ai envie de dire, business, entre guillemets. Ouais. Parce que la saison de surf, c'est nous, personnellement, qui la finançons, en grande partie. Donc il faut arriver à trouver des ressources, des partenaires. Il y a un côté où tu gagnes des prize money, mais il faut... si tu fais pas une très grosse perf, malheureusement, ça te coûte beaucoup plus que ce que tu ne gagnes. Ouais. Donc voilà, tous ces aspects-là. Gérer aussi la logistique. Tous ces aspects-là, c'est des choses que, à 18 ans, boum, il faut gérer tout ça. Ouais. Donc après, évidemment, moi, j'étais bien entourée, ma famille. J'avais la chance d'avoir un partenaire qui me suivait à fond. Alors quand tu dis un partenaire, c'est dans la vie ou dans le surf ? Alors, dans le surf. D'accord. Le partenaire, un sponsor, en fait. Un sponsor, d'accord, ok. Le partenaire dans la vie, ça a été un peu plus tard et ça a été aussi hyper important. Mais oui, quand je dis partenaire, là, c'est plus sponsor. Ouais, ok. C'est ça. Et ça, t'es allée les démarcher toute seule ou c'est eux qui peuvent aussi venir te contacter on aimerait que tu représentes Alors, en fait, moi, comme j'ai eu des résultats assez jeunes, j'avais été approchée jeune et on m'a beaucoup épaulée dans mon développement, en fait. Ils m'ont beaucoup accompagnée. Et après, comme je disais, il faut... Alors, tu peux avoir un partenaire qui te suit super bien, mais en général, dans une carrière, c'est comme tout, c'est des hauts et des bas. Donc, il faut aussi essayer à certains moments, d'aller en chercher.
Donc voilà, moi, comme je te disais, des hauts et des bas. J'ai été suivie longtemps par une marque de surf. Après, ça s'est un peu moins bien passé. J'ai dû trouver d'autres ressources. Il y a des moments où je me suis posé des questions par rapport à ça aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est une passion, mais derrière, si financièrement tu t'en sors pas, c'est... ça vient un peu entacher la passion, quoi. Exactement. Donc voilà, s'il y a plein d'aspects à gérer au final. Je me demande, même si à mon avis il n'y a pas de journée type, mais peut-être une semaine type pour toi, ça ressemble à quoi? Alors si j'ai bien compris, en saison de surf et hors saison de surf. Alors, oui et non. Alors moi je surfe toute l'année. D'accord. J'habite dans le sud-ouest, mais je surfe aussi l'hiver. Alors tu te doutes que c'est un peu moins sympa quand l'eau est à 12 et la température extérieure... pas loin de zéro. Ouais. Je surfe toute l'année, donc moins l'hiver parce que physiquement c'est plus difficile. Une semaine type, on va dire, je surfe quasiment 1 à 2 fois par jour. Okay. Dernièrement, c'est plus 1 fois. Je fais aussi de la préparation physique, moyenne 4 fois semaine. Ouais. Et en fait, j'articule, je fais vraiment en fonction de la météo. C'est vrai que là, vous êtes dépendant de la météo. Voilà, c'est un sport, en surf, il y a des créneaux, en fait, en fonction de la marée, de la taille des vagues, de la direction du vent. Donc voilà, je suis un peu toujours à suivre les cartes pour me dire, tiens, ça là, il y a une fenêtre pour bien s'entraîner. Et donc j'adapte en fonction de ça. Du coup, il faut être assez flexible. Ouais. Et après, ce que je fais aussi, c'est que je me fais vraiment un jour de repos par semaine où je m'entraîne pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à mettre en place parce que, voilà, au début, où j'avais tendance à penser que plus t'en fais, mieux c'est. Mais finalement, quand tu as besoin de tenir une saison, que ce soit fatigue physique, fatigue mentale, il faut s'accorder, il faut un peu anticiper et s'accorder ces plages de repos aussi pour tenir sur la durée, quoi, et être performant sur la durée. Est-ce que tu es accompagnée par un coach ou tu t'entraînes toute seule? Alors, en surf technique, je dis un peu, je fais du bricolage. C'est pas l'idéal, on va dire. J'ai pas un coach qui m'entraîne tous les jours à chacun de mes entraînements. On a la fédération qui met en place des entraînements, un suivi, mais pas quotidien. Et après, je travaille aussi avec un coach qui est en Australie, là, parce que j'aime bien leur méthode. Ouais. Donc, quand j'avais des compétitions là-bas, je travaillais avec lui, ou sinon un petit peu par visio aussi. Bon, là, ça fait 2 ans qu'on ne peut pas y aller, donc ça a un peu... qu'on n'a pas de compétition là-bas, ça a un petit peu chamboulé mon organisation. Ouais. Mais voilà, donc ça, c'est pour la partie surf. Après, j'ai un préparateur physique. Et pas mental, parce que je sais que parfois les sportifs ont aussi des préparateurs mentaux. En fait, moi je vois une psychologue du sport. Ouais. J'ai aussi déjà fait vu des préparateurs mentaux, c'est un peu différent. Enfin, il y a des gens qui font les deux. Ouais. Mais voilà, préparateur mental, c'est tu as une problématique entre guillemets, tu vas chercher des outils, t'exercer pour essayer d'améliorer tes performances. Psychologue du sport, je trouve ça englobe un peu plus la personne dans son ensemble. Il y a l'aspect sportif, mais voilà, t'es un être humain aussi, quoi. Exactement. Ouais. Il y a tous les aspects de la vie qui finalement ont une incidence sur tout ce que tu fais. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, je suis assez branchée sur tous ces trucs. Ouais. Je suis pas en train d'opposer, tu vois, préparateur mentaux et psychologue du sport. Enfin, c'est complémentaire, en fait. Exactement. Ouais. Mais moi, j'aime bien tous ces aspects. Aller essayer de chercher des solutions. Tu apprends vachement à te connaître, en fait. Un côté introspectif que j'aime beaucoup. Ouais. Et du coup, ce que j'apprends, entre guillemets, dans mon sport, je m'en sers énormément pour le reste de ma vie, quoi. Donc, et l'inverse, j'imagine. Est-ce l'inverse, que tu peux peut-être nous partager des outils qui t'ont aidé ou alors un moment, tu vois, que tu as rencontré de difficultés et si, justement, soit en préparateur, soit la psychologue du sport, t'as aidé à le dépasser? Je vais prendre un exemple
de mes déclics, par exemple. Tu vois, quand tu fais de la compétition, du sport, après, dans d'autres domaines aussi, hein, mais tu sais, tu es très attaché en fait, au résultat que tu vas faire finalement. Ouais. Et tu t'es tellement dans cette bulle que... Alors moi, c'était mon cas. Tu as tendance à penser que la qualité de ton résultat définit un petit peu ta valeur. Ouais. Alors que... c'est très destructif de penser comme ça, parce que voilà, tu peux gagner des compétitions, mais tu as aussi beaucoup de déceptions aussi à côté. Ouais. Et moi, ça m'a fait pas mal de mal, notamment, je pense que c'était en 2014 où j'ai eu une saison difficile. Et tu vois, à la fin de l'année, je suis un peu presque limite du burn-out, parce que j'en viens à plus avoir envie de surfer, alors que c'est tout ce que j'ai eu envie de faire depuis toute petite. Et ouais, j'ai eu un déclic à ce moment-là, de me dire, voilà, ce fameux truc de... tu es une athlète, mais tu es aussi une petite copine, une femme, une personne, enfin, une fille. Il n'y a pas que ça qui peut te définir, quoi. Ouais. Et donc, prendre un peu de recul par rapport à ça, ça a été quelque chose de révélateur pour moi. Et ça t'a suffi de te le dire, ou t'as dû quand même, je sais pas, voyager, introspecter, parce que je pense que pas mal de gens sont dans ce cas-là, parce que mine de rien, ça s'applique, je pense, à pas mal de domaines professionnels ou personnels. Ouais. Donc ça peut être intéressant de savoir comment toi, peut-être, t'as réussi à... Parce que, comme tu dis, Si pas on te le dit et clac. Peut-être, hein, il y a ce moment-là, cette prise de conscience. T'as cette prise de conscience, mais après, je pense que derrière, il faut aussi... avoir une réflexion un peu plus poussée et profonde, et de se dire ok, je fais ça pour le résultat, mais qu'est-ce qui aussi peut m'apporter du bonheur, entre guillemets. Et tu vois, moi, ça a été de me focaliser aussi sur ma performance, mais alors pas première, deuxième, troisième, plus qu'est-ce que je produis dans l'eau, comment je me comporte, quel choix je fais, est-ce que j'arrive... j'ai des objectifs de niveau, tu vois, entre guillemets. Et ça a été, moi, de me focaliser un peu plus sur ça, de regarder un peu moins ce que faisaient les autres. Ça a été quelque chose qui m'a apporté un nouveau souffle et un nouveau... nouvelle quête, entre guillemets, tu vois, dans ma carrière. Parce qu'une carrière, c'est long. Et voilà. Donc ça a été... un moment un peu déclic. Non, mais c'est très intéressant. C'est vrai que, en fait, tu peux progresser et sans avoir forcément les résultats que t'attends, mais c'est plus important de progresser dans l'absolu, quoi. Parce que... tu dis, voilà, j'ai donné mon max, j'ai travaillé. Alors, il y a des choses que je dois encore améliorer, mais je suis fière de ce que j'ai fait, tu vois. Ça, c'est en soi, c'est un accomplissement aussi. Tout à fait. Donc, voilà, moi, cet accomplissement-là que tu as choisi de te focaliser. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué. Après, ça ne veut pas dire que quand je gagne ou quand je perds, j'ai toujours les mêmes émotions, tu vois. Mais ça fait prendre pas mal de recul. Ouais. Et justement, tu parlais de l'Australie ou même de Hawaï, Tahiti. Tu t'es jamais dit, en fait, si je vais là-bas, je vais progresser beaucoup plus, ou les conditions... Enfin vraiment, moi, j'ai l'image de l'Australie, genre high body, tu vois, du mec avec sa planche de surf sous le bras. Et puis, c'est un pays qui donne envie. Enfin, voilà, tu t'es pas dit... pour m'y installer, tu veux dire ? Ouais, pour t'y installer, en fait, t'y installer, ou alors temporairement pour ta carrière, enfin... Si, alors en fait, en grandissant, je peux me déplacer beaucoup, et c'est vrai que oui, il y avait cette réflexion en moi qui se dit, punaise, si j'étais australienne, si j'habitais en Australie, je pourrais m'entraîner beaucoup plus, j'aurais pas surfé dans le froid. Donc oui, il y avait ce côté-là. Pas au point de me dire, faut que je déménage, mais voilà, je me disais, il faut que j'aille faire des compétitions pour me confronter à ce niveau-là, il faut que je puisse l'hiver m'entraîner sur d'autres types de vagues, tout ça. Donc oui, j'ai eu des moments où je me disais, j'ai besoin de plus, tout ça. Mais après, voilà, parce que quand tu voyages, alors je voyais cet aspect-là, mais aussi je voyageais, je me rendais compte que chez moi c'est bien aussi. Ouais. Tu vois. Non mais parce que voilà, tu veux toujours, tu dis c'est mieux ailleurs, mais en fait
tu vois un peu autre chose et puis tu te dis, on est quand même bien chez soi. Ouais. Et donc voilà, moi j'ai toujours eu, une fois que je me suis lancée dans ma carrière, ce besoin aussi de revenir à la maison. À la maison, aux bases, à ma famille. Où t'habites toujours, en fait, à Anglette, quoi. Ouais. On a quand même de la chance en France, je trouve, d'avoir des météos, des régions si diverses. Parce que, tu vois, tu parlais de l'Europe qui, en effet, n'est pas forcément hyper... ce n'est pas une référence en surf, mais en fait, on est presque un des seuls pays, avec peut-être l'Espagne... je sais pas même si en Angleterre ils peuvent vraiment surfer, en Allemagne non, tous les pays qui n'ont pas d'océan en fait ils peuvent pas, donc la France on a vraiment cette chance de pouvoir faire et du ski à haut niveau et du surf à haut niveau et des sports de terre terrestres à haut niveau, tu vois, donc je me dis c'est vraiment cool quoi que tu aies eu cette chance que t'aurais peut-être pas eu. J'ai grandi au bon endroit, en tout cas pour ce que j'ai voulu faire de ma vie. Mais non, c'est vrai que, alors mis à part cet aspect météo l'hiver qui est un peu difficile, en tout cas pour le surf, on a de super conditions. Après voilà, on n'a pas une grosse culture dans ce sport comme peuvent l'avoir d'autres pays. Mais après, tu t'entoures, j'imagine, de personnes qui sont dans ce milieu-là et qui Exactement. pensent aussi. Nous, ça a été nécessaire parce qu'on ne connaissait rien. Donc, sur plein de choses, on ne savait pas comment s'y prendre. Mais oui, non, on a un bon terrain de jeu. Et alors, il y a forcément une question que je me pose. Est-ce que tu as déjà eu peur ou est-ce que tu as déjà été confronté à un accident ? Parce que je pense que c'est un sport... j'allais pas dire qu'on diabolise beaucoup, mais moi je sais que je crois que j'ai jamais surfé, j'ai déjà fait du waveboard, tu vois, mais en fait j'ai tellement peur. J'ai vu tellement de films, Les Dents de la Mer par exemple, tu vois. J'ai peut-être vu à 10 ans, donc déjà le truc ça te vaccine. Et bon, après d'un côté, je pense que si tu veux venir surfer dans le sud-ouest, il n'y a pas de requins. Il n'y a pas de requins, donc c'est déjà quand même pas mal du tout. Mais voilà, c'est vrai que c'est un sport à risque, quoi, on va dire. C'est l'aspect qui a été, entre guillemets, médiatisé peut-être dans les films, en effet, Jaws, peut-être les vagues immenses dans d'autres films. Mais au final... quand tu commences, c'est comme tout, tu commences dans des petites vagues, tu commences là où t'as pied, là où il n'y a pas de courant. C'est vraiment progressif et après, c'est une question de repousser, de sortir un petit peu de sa zone de confort à chaque fois, mais petit à petit, évidemment, et d'aller chercher ses limites, entre guillemets, sans que ça devienne quelque chose d'hyper dangereux. Il y a plein de façons. Alors, il y en a qui vont chercher vraiment cette adrénaline et ces records, tout ça. Mais il y a plein de façons de s'éclater en fait en surf. Donc toi, t'as jamais eu d'accident J'ai eu des peurs, de gros accidents, non. Je touche du bois. Attends-toi. Des petits trucs, j'en ai eu. Des peurs, oui, plein de fois. Franchement, des fois, des vagues un peu impressionnantes où tu te sens pas à l'aise, tu te retrouves au mauvais endroit, mauvais moment. Ça arrive assez souvent puisque tu es toujours dans sur cette tu vas chercher la limite quoi. Donc ça oui c'est sûr, mais au point de me dire c'est plus pour moi ou j'arrête, non ça a jamais été en même temps ce qui a l'air d'être assez puissant comme tu dis, c'est qu'à chaque fois si tu vas repousser un peu tes limites, c'est que tu domptes ta peur en fait. En fait si tu t'es dans cette situation là, que derrière tu te fais tu sors de ta zone de confort et hop, sur ce jour-là, tu sors une belle vague. Waouh, c'est gratifiant. C'est hyper gratifiant. Donc tu vas chercher des sensations aussi. Donc c'est assez dingue vraiment de me dire là ça fait 15 ans quoi, du coup un peu plus même que tu surfes à fond. Alors c'est vrai, à un niveau en tout cas avec des ambitions et tout, une quinzaine d'années. Il se passe plein de choses. C'est pour ça le cheminement, il est différent. Et c'est hyper beau. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de la défaite qui t'a le plus marqué et après de la victoire qui t'a le plus marqué ? Des victoires, on se souvient plus des victoires, forcément. Ah bon, on se souvient plus des victoires ? Je pensais qu'on se souvenait plus des défaites. Non, c'est... je sais pas. Moi, ce qui me vient facilement, c'est les moments forts. C'est vrai. Mais alors après, je vais revenir sur cette fameuse année 2014.
Ou alors là, c'est pas une défaite, mais c'est peut-être une succession. En fait, je vais aussi parler d'autre chose. Donc, il y a eu cette année-là. Ouais. Je te dis, pas mauvais résultat, vraiment grosse remise en question. Ouais. Me dire, mais est-ce que j'ai envie de continuer, quoi. Voilà, déjà. Ça te marque un peu quand même. C'est assez. Ça secoue, on va dire. Et après, alors en fait, un petit peu après, là, il y a. En 2016, on a su que donc, le surf allait être au jeu. Donc ça, c'est devenu un objectif pour moi qui vraiment me tenait à cœur. Et en fait, au moment où les sélections s'intensifient un petit peu, notamment en 2019, je passe plutôt à côté. Et notamment voilà, sur une des dernières compètes où j'ai l'occasion de retrouver une place en équipe de France, je me foire. Et donc je suis pas sélectionnée. Derrière, ça compromet en fait mes chances quand même un petit peu d'aller au jeu. Et ça a été une défaite hyper difficile. Hyper difficile. J'ai rarement été aussi secouée. Ouais. Et en fait, je pense que je m'étais mis tellement la pression avec ce nouvel enjeu, que je suis passée à côté de ce qui pouvait faire ma force et à côté de mes vrais objectifs, tu vois, ces fameux objectifs où je me dis j'ai envie de montrer tel niveau de performance. Je suis revenue dans un cercle un peu de résultats vicieux, uniquement. Voilà. Ouais. Et ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, alors c'est vrai que derrière, encore remise en question, on remet les choses à plat et on repart sur une nouvelle saison et j'ai réussi à redresser le truc. Donc oui, en ce sens, c'est une défaite marquante. Ouais. Mais en fait, je me souviens plus de ce que je me suis dit pour rebondir, tu vois, et les moments où j'ai réussi à rebondir que ce moment spécifique. Tant mieux. J'imagine que c'est ça aussi qui fait la force d'un sportif ou d'une sportive de haut niveau, c'est de savoir pourquoi il y a eu des ratés et comme tu dis, de ne pas les laisser se définir. Ouais. Et de rebondir, quoi, d'être résilient. Résiliente, quoi. Résilient. Et ce qui est dur aussi, c'est d'assumer, entre guillemets, tes erreurs, tes défaites. Parce que, tu vois, au début, presque, voilà, tu te loupes. Enfin, tu veux plus en entendre parler, vite, on va de l'avant. Mais au final, quand même, revenir, ta tête froide dessus et se dire, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il faut travailler, tu vois ? Qu'est-ce que tu vas faire pour pas que ça se reproduise, en fait ? Parce que t'as pas envie de revivre ces choses-là. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire au début. Je voulais pas regarder les choses que j'avais mal faites. Ouais. Et parce que j'avais pas non plus un regard bienveillant sur ce que j'avais fait. Ouais. J'étais hyper dure. Tu t'en voulais, quoi. Ouais. T'avais cette exigence. Je m'en voulais. Je me disais, mais comment j'ai pu... c'est pas normal que j'ai d'avoir fait ces erreurs-là. Et alors que j'ai appris aussi à me projeter de façon différente. Au lieu de me... Ouais, de se flageller. C'est ça. Mais ça, je pense que c'est tellement dur dans le sport de haut niveau. Ouais, c'est vraiment votre quotidien. Et c'est là où c'est hyper cool que tu aies réussi après à réaliser qu'il y avait d'autres aspects de ta vie qui comptent, quoi. Alors, je dis pas que c'est acquis et que ça, tu vois, parce que chaque nouvelle expérience, tout peut se passer, tu peux retomber dans des choses où tu voulais plus aller. Ouais. Voilà. Mais tu grandis un peu à chaque fois, quoi. Ça, exactement. Ouais. Et du coup, alors, ta plus belle victoire maintenant, peut-être, ou celle qui t'a le plus marqué ? Il y en a plusieurs. Alors parlons de plusieurs. Dernièrement, ça de m'être qualifiée pour les Jeux. Trop cool. Comme je te disais, tu vois, c'était mal parti, mettre fin. Ouais. Et puis tu vois, quand tu avances un peu en âge, tu te dis, mince, est-ce que mon temps est passé. Il y a des jeunes qui arrivent, c'est un nouveau challenge, mais donc voilà, faut arriver à garder le cap. Mais il y a toujours ces remises en question. Donc ça a été quelque chose de fort. Et en plus, ça s'est joué sur une étape. Donc c'était un environnement, c'était hyper stressant en fait. C'était en France ou pas ? C'était au Salvador. D'accord.
Ça s'est passé sur une compétition de 8 jours. Donc voilà, c'est long. Tu sais qu'il y a cette pression. À la fin de la compète, il y a celles qui vont se qualifier et celles qui vont être déçues. Quoi. Ah, c'est tellement dur d'arriver à se détacher de ça. C'est cruel. Ah ouais. On dirait Koh-Lanta. Ouais, c'est comme ça. À la fin, il n'en restera qu'un. C'est pas les Hunger Games, mais bon. Ouais. Et donc, en fait, sur cette étape-là, j'ai fait ma bulle. Je me suis beaucoup enfermée, en fait, sur moi-même, finalement. Pour essayer de... C'était tellement facile de tomber de se laisser distraire, de retomber dans des... de céder à cette pression, quoi. Que j'ai vraiment eu besoin de m'enfermer dans ce côté un peu introspectif, un peu... Ouais, te centrer sur toi, comme quoi. dans un monastère, un peu, tu sais, pendant ces jours-là. Ouais. Me centrer sur moi, complètement. Et à la fin, en fait, au moment décisif, je sais pas, j'ai réussi à me détacher, en fait, de l'issue. Ouais. À me dire, voilà, ça y est, on y est. Ça dépend de moi. Donc ça, c'est une chance aussi. Enfin, c'est entre mes mains. Mais voilà, je suis... entre guillemets, je suis OK, quelle que soit l'issue, quoi. Ouais. Et ça veut pas dire que si ça s'était pas bien passé, j'aurais pas été très déçue. Mais ouais, j'avais cette sorte d'acceptation à ce moment-là. Et j'ai juste dit, il faut que je donne le meilleur et c'est voilà, ce qui compte, je reste, voilà, il faut que je donne le meilleur, je me concentre sur mon truc, être présente, faire les bons choix. Ouais. Et puis après, voilà, si les autres sont meilleurs que moi, elles sont meilleures que moi. Enfin, voilà. Bon, c'est particulier comme... tu rentres un peu dans une bulle. Mais ouais, ça a été des moments assez forts. Et voilà, derrière, l'expérience jeu qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Même si on est un sport tout nouveau dans ce milieu-là, qu'on connaît pas, qu'on n'a pas cette culture des jeux, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est pour 2024 du coup ? Alors non, là c'était cette année. D'accord. Donc là, quand je te parle, quand je me suis qualifiée, c'était en juin. Ouais. Et donc je suis allée à Tokyo. Ouais, ok. Et après, qui étaient des jeux un peu particuliers parce qu'il y avait pas de... Exactement, aussi, ouais. Et après, voilà, 2024, c'est un nouvel objectif en fait. Ouais. Donc qui arrive vite, mais c'est dans 3 ans, 2 ans et demi. Ouais. Donc ça arrive très vite, mais il peut se passer aussi plein de choses. Donc, est-ce qu'il y a des outils qui t'aident aussi à gérer le stress, l'anxiété ? Parce que, pareil, j'imagine qu'on y fait face assez souvent, quoi, avant une compète, après une compète. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé de tes 15 années de pratique qui pourraient peut-être nous aider aussi ? Il y a pas mal de choses. Alors, le fait déjà de mettre des mots sur ce que tu ressens, alors que ce soit en parler à quelqu'un ou les écrire. Tu vois, avoir ce côté, prendre conscience en fait de ce que tu ressens, ça c'est un outil qui est fort pour moi. Alors après, si tu as un interlocuteur, il faut que ce soit le bon interlocuteur, tu vois, qui ne va pas surenchérir tes peurs, tes stress. Il faut que ce soit quelqu'un en qui tu as vraiment confiance et qui ait de bons conseils, évidemment. Il y a ça. Après, moi, j'ai des outils comme... pour me recentrer, des petits enchaînements de yoga sur des routines, de méditation ou de visualisation qui m'aident pas mal. Et après, donc voilà, ça c'est déjà des choses... Des choses qui sont vraiment ancrées dans mes routines. Ouais. Et après, c'est l'aspect où tu acceptes un petit peu qu'il y a des choses que tu ne pourras pas contrôler. Mais toi, il faut juste t'assurer d'être prêt à faire face à ce qui arrive, quoi. En tout cas, c'est facile de se dire, et notamment en surf, on a cet aspect élément naturel, imprévisible, de se dire... oh là là, si la vague si j'arrive pas à avoir la bonne vague, ou si ou elle est très forte, si elle fait une belle série, machin, tu te projettes, ça c'est un peu des spirales, mais de se dire non mais moi voilà, j'ai ça à faire en fait. C'est ça ma tâche entre guillemets, quoi. Ouais. C'est ça ma quête. Il faut arriver à se concentrer sur ça
Et autour de ça, avoir quand même la lucidité de ton environnement et de s'y adapter. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose, c'est un ancrage aussi pour moi, tu vois, d'être concentré sur ce que j'ai à faire. Et de pas te laisser distraire par les autres. Et non, mais c'est sûr. Après, il y en a qui fonctionnent différemment, tu vois, qui ont besoin peut-être d'être dans l'échange, la rigolade avant, dans la légèreté plus. Mais moi, j'ai besoin d'être concentrée, en fait. Ouais. Et je pense que des fois, j'ai cette image un peu, tu vois, si tu viens me voir avant une compète ou quoi, je suis fermée. Alors qu'on voit que tu l'es pas dans la vie. Mais ça dépend des moments, en fait. Ouais. Et c'est bien de se connaître, en fait. Ouais. Parce que t'as et des fois, c'est mal interprété, mal interprété, entre guillemets. Mais c'est tout le processus de se connaître et de savoir ce dont toi, t'as besoin. Ouais. Est-ce que dans le surf, il y a aussi la même rigueur au niveau... alors j'imagine de la préparation physique, oui, parce qu'on en a parlé, tu en fais quand même beaucoup. Oui, ça dépend des gens. Ça dépend. D'accord, ok, t'adaptes en fonction. Mais je parlais aussi, de tout l'aspect alimentaire. C'est un truc que je me suis toujours dit. J'avais entendu sur un podcast un boxeur ou une boxeuse qui... Enfin voilà, on était vraiment à devoir peser ce qu'elle mange et tout. C'est... Bon, moi je me dis, les contraintes que tu dois être prête à faire pour réaliser ton rêve, c'est l'abnégation, hein, mais... c'est vrai que... Alors, le surf, on n'est pas un sport à catégorie de poids, comme peut l'être le judo, la boxe, où c'est vraiment très... au gramme près. Hein. Mais après, voilà, dans tous les sports, si tu as... ton corps, c'est ton outil de travail, et voilà, ce que tu manges, forcément, ça va être... ça va avoir un impact. Alors, il y en a qui sont plus ou moins rigoureux sur ça. Moi, je sais que quand je mange sainement, je me sens mieux et je performe mieux. Et ça t'encourage à continuer. M'encourage à continuer. Après, faut aussi trouver l'équilibre. Plaisir, frustration, performance, quoi. Moi, je sais que je mange sainement. Il y a des choses qui me vont pas, tu vois. Mais j'ai des moments où j'ai envie de manger n'importe quoi. Souvent, ça correspond à des moments, tu vois, peut-être après une grosse compète ou après une saison, des moments où je peux me le permettre, finalement, avant de préparer la suite. Mais tu vois, ça, c'est... tu vois, j'étais plus rigoureuse avant. Et au final, de me dire, à certains moments, mentalement, j'ai besoin aussi de lâcher et de plus me mettre de contraintes. C'est mon équilibre, quoi. Donc il y a ça. Donc je dirais pas qu'on est le sport le plus rigoureux par rapport à ça, mais c'est vrai que voilà, de plus en plus en surf, on va rechercher. Il y a de plus en plus cette rigueur de l'entraînement, de faire attention à ce que tu manges, parce que le niveau s'élève, les enjeux s'élèvent aussi. C'est un sport qui est de plus en plus médiatisé, et on se rend compte que chaque détail compte au final. Tu sens qu'il y a eu un changement à peu près quand parce que moi, j'ai l'impression que ma génération a toujours... j'ai l'impression d'avoir toujours vu cette communauté de surfeurs, tu vois. Qu'est-ce qui a participé, tu penses, à cette émergence, à cette reconnaissance aussi, au final, du surf dans le monde du sport? Il y a plusieurs choses. Je pense que... je pense qu'il y a eu cette image un peu surf cool, hippie, on se prend pas trop au sérieux, même les surfeurs pros, on s'amuse, et voilà, plus détendu. Comme je disais, le niveau a augmenté, la médiatisation, donc plus d'argent en jeu aussi, ce qui fait que la performance entre de plus en plus d'importance. Ça a incité pas mal d'athlètes à avoir des méthodes plus pro, quoi. Il y a ça. Côté féminin, tu vois, si on parle du côté féminin, on a eu la World Surf League là, qui organise les compétitions. Ils ont aussi mis un coup de projecteur sur les femmes. On a des prize money égaux, même dans la façon de raconter nos histoires, tu vois, ils nous ont mis en avant.
Et ils ont mis en avant ce côté athlète. Qu'avant, on mettait peut-être... La surfeuse, c'était limite la meuf du surfeur, quoi. Ouais, voilà, peut-être, tu vois. Donc ça a été top. Et puis ça a permis aussi, peut-être, tu vois, une petite fille qui voit ça, d'assumer ce côté athlète aussi, tu vois. Ouais. Donc, il y a plein de choses. Et alors, je pense qu'on est un peu dans la transition où le surf, il est de plus en plus pratiqué. C'est quand même... encore considéré comme le sport loisir qu'on vient faire l'été, tu vois, quand on prend quelques cours en vacances. Et on commence à avoir vraiment cette image de surf, de sport professionnel aussi. Ouais. Et ça, c'est cool parce qu'en plus, j'ai l'impression, mais dis-moi si je me trompe, que vous pouvez avoir des assez longues carrières par rapport à d'autres sports. Alors, oui. Alors, en fait, là, moi, je suis un petit peu la génération où on voit ça, en fait. Des athlètes qui continuent assez longtemps. C'est vrai qu'on n'est pas un sport avec des gros impacts de contact, donc on se blesse peut-être moins que dans certains autres sports. C'est un sport où l'expérience, en fait, et la façon dont tu vas gérer mentalement, stratégiquement, a une grosse importance aussi. Tu me diras, comme dans tous les domaines. Donc ça permet aussi de continuer plus longtemps. Et c'est vrai que là, il y a des athlètes qui continuent vraiment au-delà de 30 ans. On le voyait un peu moins avant. On le voyait peut-être moins chez les femmes aussi. Parce que, on le sait, si derrière tu envisages une vie de famille, c'est difficile de faire les deux. Donc souvent, les athlètes, elles choisissent peut-être de le faire... de faire une chose après l'autre. Mais non, c'est vrai que... Ouais, tu te vois continuer encore pas mal de temps, quoi, parce que... moi, j'aimerais bien continuer encore quelques années. Je sais pas, il faut que la motivation reste la même. Il faut que mon niveau... j'arrive à maintenir mon niveau aussi. Mais voilà. Et puis, c'est vrai que ce côté pro, tu vois, de fait de prendre soin de son corps... se récupérer, s'alimenter, ça aide aussi à pouvoir continuer le plus longtemps possible. Parce que forcément, ça c'est... Moi, j'aime pas trop cette question dans le sens où il y a un peu ce truc qu'on pose à chaque fois aux athlètes. Et après, qu'est-ce que vous voulez faire, tu vois, comme si ça avait une date de péremption. Enfin, non. Tu sais faire quoi après? Mais oui, c'est comme et si... Et puis c'est l'intonation en panique. Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Et puis en plus, je trouve ça c'est triste de penser direct à la fin, tu vois. C'est un peu déprimant. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je me dis, comment est-ce que vous pouvez réussir à trouver... Une nouvelle place. En tout cas, d'ailleurs, c'est un peu le cas, je pense aussi, même dans l'entrepreneuriat. Je déjeunais avec une entrepreneuse hier qui est venue sur ce podcast, Céline Lazorte. Tu vois, elle a bossé 10 ans dans la boîte qu'elle a créée, c'était un énorme succès. Elle a revendu. Après, elle a une espèce de crise existentielle. Ça, qu'est-ce que je suis sans ma boîte aussi, Et donc, en fait, c'est vrai que je pense qu'à chaque étape de vie où il y a un peu ce truc de changement, de page qui se tourne, comment on arrive à l'appréhender sereinement et est-ce que, tu vois, t'arrives aujourd'hui à te dire que tu pourras t'épanouir autant dans autre chose C'est vrai que c'est une grosse interrogation parce que quand tu vis quand même quelque chose qui te fait vibrer, vraiment, quoi. Donc, retrouver derrière un objectif qui va te prendre... c'est pas évident. Alors moi, pour répondre à la question, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas encore hyper défini, c'est quelque chose que... J'ai des pistes, on va dire, tu vois. Moi, je me rends compte que j'aime bien transmettre, en fait, ma passion. J'ai aussi ce côté où je me dis, j'ai un vrai... alors, je vais utiliser le mot regret, qui est un peu fort, mais je me dis, punaise, ces choses-là que j'ai apprises, si quelqu'un avait été capable de me les inculquer, de me les faire passer à 12, 13, 14, 15 ans plus tard, j'aurais gagné du temps, j'aurais été meilleure, entre guillemets. Donc, je me dis que ça me plairait, tu vois, de travailler des alors soit des surfeurs ou autres, tu vois, des gens qui ont qui ont envie de progresser dans des domaines. Je trouve ça assez gratifiant, tu vois, de pouvoir accompagner des gens qui ont des objectifs. Donc voilà, ça c'est une piste de réflexion que j'ai. C'est quelque chose qui, je pense, me plairait, bien que j'ai pas d'expérience.
dans ce domaine-là, tu vois. T'en avais pas non plus, entre guillemets, dans le surf, et puis tu prouves bien, je trouve que la pratique nous fait apprendre, quoi. Ça reste la plus belle des formations. Ouais. Donc ça, c'est une piste. Comme je te dis, c'est pas très défini. Non, mais tant mieux. En fait, c'est bien de le dire. Voilà. Je trouve, tu vois, t'arrives à pas être... Enfin, parce que, c'est chiant, je pense, d'avoir... toujours en tête une potentielle fin, t'arrives à être vraiment au moment présent. Mais en plus, tu vois, ce discours, on te le tient depuis que t'as 15 ans presque. Ouais. Oui, mais attention, les études, il faut assurer ses arrières, il peut tout arriver dans le sport, que tu peux te blesser, qu'est-ce que tu vas faire après, une carrière, ça dure pas longtemps. Mais ça, c'est des choses qui sont ancrées, que tu entends souvent. Limite, est-ce que, je sais pas, mais est-ce que t'arrives vraiment... Moi, je sais que j'ai le type de personnalité où j'en ferais une force, où je me dirais, mais... tant pis, j'y vais quand même, et vous allez voir. Enfin, ça peut aussi donner une espèce de rage de montrer que ça vaut quand même le coup. Enfin, je sais pas, hein, c'est d'un côté il y a ça, d'un côté forcément ça crée de la peur. Mais parfois, je vois pas mal de sportifs, on leur dit qu'ils vont pas y arriver ou qu'il y a trop d'obstacles et ça leur donne juste plus de faim. Moi je suis plutôt comme ça aussi, tu vois. Quand on me disait mais toi dans ce domaine, bof, t'as des lacunes. Ah ouais, demain je vais te montrer, tu vois. Tu vas voir, la lacune elle sera plus là. Ouais, voilà. Donc c'est plus cet aspect-là. Après, ça va aussi dépendre à quel moment tu vas réceptionner ce message-là, tu vois. Oui, c'est vrai. Si t'es dans un moment où ça va pas très bien, t'es un peu en manque de confiance en toi, l'impact du message, il est pas le même. C'est là où il faut trouver des forces, et les bonnes personnes, les bonnes ressources. Quand t'es vulnérable, c'est toujours plus difficile. C'est pas, tu vois, quelqu'un, moi c'est la façon dont je le vois, tu vois, c'est pas quelqu'un, on va dire peut-être, tiens, lui il a confiance en lui, c'est pas une vérité indéboulonnable, c'est absolu, ou dans tous les domaines. Donc voilà, ça dépend. Voilà. Quel est le pire et le meilleur conseil qu'on t'ait donné? J'allais poser parfois des questions un peu philosophiques. Ah oui, c'est... ok, le pire et le meilleur conseil. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense, de me dire... de me dire, la personne la plus importante pour toi, c'est toi, tu vois. Donc ça a un côté un peu... pour moi... égocentré entre guillemets, pas égoïste, parce que en fait voilà, dans les réflexions c'est se dire si je suis bien dans mes baskets, je suis quelqu'un d'épanoui entre guillemets, je vais aussi être une meilleure personne pour les autres, tu vois, pour les gens qui vivent avec moi ou qui m'entourent. Donc ça, je trouve c'est un truc assez fort de se dire ça. Après, il y a des limites à l'égocentrisme, on est d'accord. Hein. Mais c'est bien de le dire. Et je pense qu'on est dans une génération qui l'admet. Enfin, tu vois, c'est même triste. Je trouve qu'on est toujours à se justifier en disant des trucs comme ça. Bah oui, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Enfin, c'est ta vie, en fait. Donc non, franchement, je trouve pas ça égoïste. Je trouve ça lucide. Et c'est important de le reconnaître pour faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Parce qu'il y a rien de noble pour moi et de à faire pas passer faire les autres, à sacrifier, quoi. En fonction des autres, si c'est pas ce qui, toi, te convient, quoi. Et résonne avec tes valeurs, tes envies, ton bien-être. Donc ça, c'est... En fait, tu te dis, ça coule de source. Mais dans la réflexion, c'est pas toujours évident, quoi. Et dans la pratique, encore moins. Et le plus mauvais... Voilà, ça c'est difficile comme... Parfois les gens me disent qu'ils en ont pas, je la pose pas chaque fois, mais je me suis dit, toi peut-être, il y a des coachs ou des personnes que tu as rencontrées qui t'ont donné des conseils et avec leur recul tu te dis, non en fait c'était pas pour moi ou j'aurais préféré qu'on me le dise pas. Parce qu'on parle souvent des bons conseils mais rarement des mauvais et parfois les mauvais pareil, si on te dit à un moment où t'es plus vulnérable, ça peut avoir un impact. Bon, c'est pas un conseil en particulier, mais c'est plus à un moment donné, du coup, où j'étais très très vulnérable, et j'essayais de trouver des solutions. J'ai eu en fait un interlocuteur qui a été assez dur, tu vois. Et à ce moment-là, ça a été assez destructeur, tu vois. Alors c'était peut-être une façon d'essayer de me faire réagir. Mais à un moment où où ma confiance était assez basse, ça a été
été destructeur. Donc, ça, tu vois, je le mettrais dans la case des mauvais conseils. Ouais, parfois manquer de bienveillance pour faire réagir les gens, quoi. Ouais. Super. Bon, on va arriver aux petites questions de... Non, mais ça répond totalement à ma question et je pense que c'est important de savoir prendre du recul sur ce que les gens nous disent aussi. On va arriver aux petites questions de la fin. Est-ce qu'il y a une ressource, un livre, un film, un podcast qui t'a aidé et que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent ? Alors ça, c'est pareil, c'est très changeant, mais c'est vrai que moi, je suis... alors notamment dans des moments importants et forts, j'aime beaucoup m'inspirer de livres. Dernièrement, j'ai beaucoup aimé La Voix de l'Archer. D'accord. De Paulo Coelho. Ouais. Alors c'est assez court, mais en fait, j'ai trouvé que presque tout ce qui se disait dans ce livre me parlait pour ma carrière, entre guillemets. Ouais. Je pouvais faire des parallèles vraiment, et c'était ça me parlait, ça m'inspirait, et j'avais envie d'être sur cette longueur d'onde là. Après des ressources, toutes celles qu'on j'ai citées avant, tu vois, l'aspect assez introspectif au final. Ouais. Je trouve que c'est une grosse ressource d'arriver à comprendre en fait le pourquoi du comment on pense et réagit comme ça, et des émotions, etc. Ça, c'est un gros outil. Voilà. Qui est-ce que tu aimerais entendre si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower ? C'est difficile. Alors moi, j'ai tendance à regarder beaucoup les sportifs. Il faut que ce soit un Français ? Forcément. Non, pas forcément. Là, ce qui me vient en fait à l'esprit, ça serait Novak Djokovic. Ah ouais. Alors qui est bon. Ça serait pas mal bon. En fait, non, mais juste par rapport à ce qu'il a vécu, tu vois, cette année, sa quête d'un grand chelem. Il avait grand chelem plus JO, plus record. C'est hyper intense en fait. Ouais. Et je me dis, quelqu'un comme ça, comment il voit les choses, comment il trouve des solutions. Même si il est au top du top de sa carrière, de ce que peut atteindre un athlète, tu vois. Je me dis, c'est vrai que ce serait hyper intéressant. Écoute, tu me donnes l'idée, c'est génial. Intéressant. Et puis la dernière question, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Prendre le pouvoir de sa vie. Ça peut amener des longs échanges, ça aussi. Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est déjà assumer ses envies, ses besoins, ses rêves aussi. C'est oser agir, tu vois, et se dire je vais essayer je vais atteindre ces rêves-là. Donc et c'est aussi je pense arriver à garder ce côté objectif, tu vois, mais bienveillant aussi, tu vois, lucidité en tout cas, de se dire c'est pas toujours si ça n'arrive pas, c'est pas toujours la faute des autres, ou c'est pas parce que j'ai pas de chance, mais être plutôt dans le si je veux y arriver, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Ouais. Je trouve que c'est une bonne façon d'avancer, et voilà, et les gens comme ça, je trouve qu'ils dégagent quelque chose, et pour moi, ils dégagent ce fameux... prise de pouvoir de leur vie. Ce fameux pouvoir, voilà. Génial. Écoute, merci beaucoup Pauline pour tous ces partages qui étaient hyper rafraîchissants, qui me donnent envie d'aller à Hawaï. Mais tu peux venir, si tu veux, faire un petit surf dans le sud-ouest. C'est vrai que c'est plus proche et ça sera l'occasion de redécouvrir la région. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent peut-être maintenant en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on les redirige, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou autres ? Moi, je communique pas mal sur Instagram. Ouais. Je mets pas mal d'images, je me confie aussi sur certaines choses. C'est sur mon actu, globalement. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est le canal où je suis le plus active. Présente. Ok, je mettrai ça dans la barre de description. C'est @paulinado, je crois. C'est ça. Super. Exactement. Et puis j'espère à très vite. Merci beaucoup. Merci à toi.